Bonjour à tous, bienvenue sur le tout premier épisode de ma chaîne YouTube. Backdoor, c'est le nom de mon émission. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un secteur qui pèse des milliards, mais pourtant qui est très peu digitalisé, celui du bâtiment. Pour ce faire, je serai accompagné de deux invités. Denis Schumel, fondateur de l'école éthique, et Mathis Nigon, étudiant de XHEC Entrepreneur. Ensemble, on va décortiquer le projet de Mathis, Bumiko, une application qui se veut être le Doctolib des artisans. Préparez-vous, installez-vous, chauffez vos popcorn et démarrons la vidéo. Bonjour, je suis Denis Chomel, je suis un des fondateurs de Ethique. Bonjour Mathis Nigon, étudiant au Master XHEC Entrepreneur. Super. Mathis, du coup, tu viens dans cette émission pour présenter ton projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, complètement. Du coup, je suis en train de lancer Bookimo qui a pour ambition d'être le Doctolib pour les artisans du bâtiment. Super. Et d'où vient cette idée de créer cette app pour les artisans? En fait, on est parti d'un constat qu'aujourd'hui sur Internet, on peut prendre rendez-vous avec un médecin sur Doctolib, avec un coiffeur sur Planity, où on peut réserver une table sur The Fork, mais qu'on ne pouvait pas prendre rendez-vous encore avec un artisan du bâtiment. C'est un secteur absolument énorme, très peu digitalisé, et c'est des gens qui sont constamment sur les chantiers. Donc ça veut dire que lorsqu'ils reçoivent des appels pour des potentiels clients, dans le meilleur des cas, ils décrochent et donc ils perdent du temps, et dans le pire des cas, ils loupent des appels. À savoir que sur Doctolib, il y a un très gros pourcentage des rendez-vous qui sont pris aussi à des horaires de fermeture des cabinets. Et l'idée, c'est de permettre en fait aux artisans de capter tous ces leads nocturnes ou à des moments où l'entreprise est fermée. Ok, donc comment tu me l'expliques? Ça me fait penser un peu au Tinder du plombier. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ou pas? Non, je suis pas forcément d'accord avec, avec un Tinder ni avec l'ubérisation de la profession. Je suis quand même contre ça. Par contre, on est une structure qui a pour but d'aider administrativement parlant les artisans à mieux organiser leur planning, à pouvoir recevoir des leads sans avoir à décrocher le téléphone, que les gens puissent prendre rendez-vous en 2 clics avec eux. On a soulevé aussi un point parce qu'on a interviewé pas mal d'acteurs du secteur, autant du plombier qui travaille tout seul et qui se déplace à vélo que des multinationales. Et en fait, ce qui revient, notamment chez les indépendants, c'est les no-shows. Donc en fait, le problème des no-shows, c'est l'artisan qui se déplace chez son client et le client qui a oublié le rendez-vous. Et donc là, il perd et du temps et de l'argent. On a fait pas mal d'interviews et durant ces interviews, ils nous ont dit que c'était une moyenne entre 150 et 300 euros de perdus par no-show. Et Wow. l'idée, c'est d'éliminer complètement ces no-shows également. Je vois donc ça, c'est pas un Tinder, j'ai bien compris, c'est plus un assistant qui va aider l'artisan pour réserver Tout à fait, des un créneaux. Doctolib. Vraiment le même principe que Doctolib. Doctolib pour les médecins ou Planity pour les coiffeurs. Aider, on va dire, à structurer cette profession. Ça marche. Si je peux intervenir, on voit bien le besoin que tu définis. On peut toujours se poser les questions quand un service n'existe pas, c'est de se dire pourquoi ça n'existe pas. Ouais, c'est vrai. Alors, est-ce que tu penses qu'il y a une opportunité parce que en 2026, les usages ont évolué et que même les plombiers, même les chauffagistes, ils vivent comme tout le monde, ils vivent comme nous, ils ont leur téléphone dans la main et qu'il y a une digitalisation de leurs propres usages de ces professions-là. Tout à fait. Je pense que, parce que c'est un projet qui a déjà été tenté d'être lancé il y a quelques années, ça n'avait pas fonctionné. Mais aujourd'hui, par exemple, on voit, je pense à des serruriers qui se filment avec les lunettes méta, leur quotidien où ils vont aider les gens un petit peu dans l'urgence. Donc on voit quand même que dans toutes ces professions-là, il y a une digitalisation. Aujourd'hui, un plombier, quand il rentre chez lui le soir, en fait, il scrolle sur TikTok, donc ça veut dire qu'ils sont de plus en plus mobile friendly, ils savent utiliser un téléphone, une tablette, un ordinateur. L'idée aussi avec ça, c'est que j'aimerais convaincre de l'utilisation de Bookimo les jeunes. C'est pour ça qu'on co-construit le produit, notamment avec les Compagnons du Devoir, qui sont un petit peu l'élite de l'artisanat en France. Et l'idée, en fait, c'est de leur proposer la solution dès la sortie d'école pour que s'ils sont convaincus, en fait, qu'ils se disent, en fait, ils utilisent Bookimo tout le reste de leur vie tant qu'ils sont professionnels. Ça marche. Et d'où vient cette expérience de savoir qu'il faut aller prospecter, quelle personne contacter, d'où vous vient ce carnet d'adresses Mm. C'est des recherches sur Internet. Donc, lorsque j'ai commencé, j'ai pas commencé
on va dire, à coder dans ma chambre sans comprendre le marché. J'ai d'abord fait pas mal d'interviews, comme j'ai dit, donc autant de l'artisan indépendant que du patron de PME, que du patron de holding qui a 80 PME dans le bâtiment. J'ai rencontré Saint-Gobain, un ancien directeur du CAC 40 dans la construction, pour évoquer le sujet avec eux. Et comment j'ai fait, honnêtement, c'est de la prospection. Tu vas sur Internet, il y a sur Google Chrome, il y a quelque chose qui s'appelle instant scrapping. Puis après, tu vas sur les sites et tu scrapes pardon, les numéros de téléphone, les mails, et t'envoies en masse de messages, etc. Tu leur demandes si. Tu leur parles pas de façon intéressée en disant écoutez, j'ai une solution à vous vendre, mais je pense qu'il faut leur dire écoutez, je suis jeune, je m'intéresse à la digitalisation de votre métier, comprendre les points de friction que vous avez dans votre métier. Et c'est comme ça que j'ai approché les gens. Ok, je vois, super. Ça veut dire qu'il faut pas forcément avoir un carnet d'adresses immense pour commencer à entreprendre, mais à partir de rien, on peut faire quelque chose. Oui, complètement. Sur tu as dit tout à l'heure que tu faisais le master entrepreneuriat XHEC. Toi, tu viens plutôt d'une filière commerce et business ou plutôt d'une filière ingénieur? À la base, je suis diplômé ingénieur à CYTech, qui est une école connue pour l'informatique. Et moi, j'avais pris la branche mathématiques financières. Et en fait, j'avais fait l'année dernière en Ing 3 un an d'alternance dans l'asset management. Et c'était extrêmement intéressant, mais ça ne m'intéressait pas plus que ça. Et j'ai très vite compris que ce n'est pas ce que je voulais faire de ma vie. C'est pour ça que ça m'a été utile, parce que du coup, j'ai recruté une équipe de développeurs. J'ai 2 personnes qui m'accompagnent, qui s'appellent Elian et Logesh. Et je ne pourrais pas être capable moi-même de développer cette solution, parce qu'on est au-delà de l'utilisation de Lovable, on est au-delà d'une landing page. C'est vraiment quelque chose de très complet et d'assez complexe. Mais ça me permet de discuter avec eux et de comprendre. Et je pense que c'est hyper, hyper important qu'il y ait des ponts entre les profils business et les profils tech de la société, et qui se parlent. C'est absolument primordial. La communication, c'est quelque chose de primordial dans le business et je suis content que tu en parles. On ne fait pas une entreprise tout seul, on travaille ensemble avec plusieurs profils et c'est avec ces profils-là qu'on arrive à bâtir de grandes choses. Vous êtes d'accord avec ça? Ben, c'est l'ADN de l'école. Donc, tu vois, je souris parce qu'effectivement, nous, c'est vraiment ce qu'on prône depuis 25 ans à Ethic, c'est qu'il faut faire travailler ensemble des devs informatiques, enfin, tu vois, des gens de la tech et du code, des gens du business, des gens du design, on oublie souvent le design, de l'expérience client, et puis des chefs de projet. Mais travailler ensemble, à notre sens à nous, ça veut dire pas qu'ils soient même dans la même école, il faut qu'ils soient dans la même classe, quoi, qu'ils fassent des projets ensemble. Et c'est comme ça en fait que se constitue l'école, c'est que c'est par une pédagogie de projet. Quand il y a un projet qui arrive, eh ben, il faut faire du dev, il faut faire du chef de projet, il faut designer l'application, il faut qu'il y ait une stratégie de market. Et ben, ils sont tous dans la même classe et dire bah, tiens, moi je pense ça, moi je pense ça. Et c'est par l'accumulation d'expériences comme ça, et puis des stages et des trucs comme ça. Donc oui, je suis convaincu que pour qu'un projet, dès le départ, qu'un projet soit viable et dès le départ les éléments pour pouvoir faire, et j'espère que c'est ton cas, il faut avoir, pas tout réalisé, mais il faut avoir une vision business, une vision de l'usage, tu vois. C'est pas la même chose, la vision business et voilà, la monétisation, tout ça. Puis la vision de l'usage, c'est typiquement là, pourquoi, à quel moment de la journée est-ce qu'ils vont l'utiliser, comment est-ce qu'ils vont checker, comment est-ce qu'ils vont valider, comment est-ce qu'ils vont s'approprier. Tu vois, il a 2 cibles. Tu as les usagers qui ont leur chaudière qui a pété pendant la nuit, et puis les personnes qui pourraient les réparer. Donc, ce sont tes 2 publics. Quel est l'usage de chacun? Comment est-ce que... Et puis, voilà, donc ça c'est plutôt le market et le design. Il faut avoir, pas répondu à toutes les questions dès le départ, mais penser dès le départ en termes de structure technique, pour ne pas accumuler ce qu'on appelle de la dette technique, c'est-à-dire que tu pars avec une première version, et puis en fait elle n'était pas bien pensée, elle n'était pas bien pensée pour ce qu'elle est, et donc au moment de grandir, mais comme tu n'as pas le temps de le refaire, puis ça serait trop d'argent, tu vas essayer de mettre des patchs, puis à la fin tu accumules ce qu'on appelle de la dette technique, hein. Et donc c'est pour ça que quand c'est possible, il faut dès le départ avoir une vraie vision tech, qui est support de la vision business et qui est mise en œuvre par la vision design. C'est un sujet qu'on a avec mon CTO et Elian.
Là, on a une première version qui devrait sortir d'ici 2 ou 3 mois. Et il a été question de sujets techniques où il m'a dit, écoute, là, on pourrait utiliser ça. Par exemple, je pense à des nouvelles technologies comme Supabase. Je lui dis, toi, qu'est-ce que tu penses de Supabase? Est-ce que ça peut nous faire gagner du temps, etc. Il me dit, oui, ça peut nous faire gagner du temps, mais on va gagner 2 semaines. Et en fait, le jour où on ne pourra pas scaler, donc en fait, non, on va faire notre base de données à nous, notre back-end à nous. Ça prendra 1 semaine, 2 semaines, peut-être 3 semaines en plus. Mais le jour où il faudra passer à l'échelle, ben, on pourra passer à l'échelle et c'est ça qui est, c'est super important. Ça marche. Euh, j'ai une question à vous poser. Dans un projet que tu aimerais entreprendre, tu le fais davantage par la passion ou pour l'argent qui pourrait rentrer et défiler? Non, l'argent c'est pas mon moteur premier. Ce que je souhaite et ce qu'on souhaite à travers Bookimo, c'est aider ces artisans-là. Il y a notamment Jensen Huang, qui est le CEO d'NVIDIA, qui a dit l'année dernière que selon lui, les prochains millionnaires, ce sera peut-être pas les ingénieurs, mais ce sera en fait les plombiers, les serruriers et les gens qui font des travaux manuels. Et en fait, avec Bookimo, on veut accompagner tous ces artisans du bâtiment vers cette liberté, cette augmentation, cette croissance de leur entreprise. Mais mon enrichissement personnel, c'est absolument pas ma raison première. Ok. Avec les nouvelles technologies qui arrivent, notamment l'évolution très impressionnante de l'intelligence artificielle, est-ce que tu penses qu'elle pourrait être utile dans ton domaine? Dans le domaine du bâtiment, oui, je pense. On n'a pas prévu de le mettre dans une V1 pour une bonne raison, c'est que je suis persuadé que l'IA va révolutionner notre vie comme Internet l'a fait dans les années 2000, mais pour moi, ça n'empêchera pas une bulle d'arriver cette année ou l'année prochaine. Et au moment où la bulle va éclater, tous les projets qui ne sont pas très solides en IA et qui font juste un call API, pour moi, ils vont se casser la figure. Donc, je ne voulais pas lancer un produit en disant, voilà, on fait de l'IA alors qu'en fait, on fait un call API. Et les investisseurs, quand on va lever des fonds et que la bulle va éclater, ils vont se rendre compte qu'en fait l'IA n'était pas bonne. Donc je préfère construire une première base solide, sans IA, avec des fonctionnalités qui répondent à des vrais problèmes chez eux. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des discussions, ajouter de l'IA, comme on a pu l'évoquer, ça peut être demain quelqu'un qui a son robinet qui se casse, il prend en photo et une IA lui dit, bah, écoute, le problème c'est ça, le devis ça devrait coûter tant. On a trouvé sur Bookimo quelqu'un proche de chez toi qui a une disponibilité demain à 18h30 et on peut pousser la chose encore plus loin. Si l'artisan accepte le devis, ça pourrait même commander automatiquement les pièces chez CDO, chez Point P pour cet artisan. Donc on peut faire une multitude de choses avec l'IA et je pense dans tous les secteurs. Je vois, ça a l'air d'être très passionnant et vraiment hâte de voir cette évolution arriver. Mais ça me pose un petit problème. Est-ce que c'est pas trop déshumanisant pour les artisans? Moi, j'aime bien, par exemple, quand j'appelle mon plombier, pouvoir discuter avec lui, parler de la pluie et du beau temps et pas seulement de la fuite d'eau. Est-ce que c'est... Bah, Ouais. c'est un vrai sujet. Par exemple, toujours je me réfère un petit peu à Doctolib. Euh, En fait, les gens, ils en avaient marre parfois d'appeler pour prendre rendez-vous avec la secrétaire. Et donc, je pense que le côté humain, il est très important, il est primordial, mais je pense que c'est plus lors de l'intervention. Ça va plus être lorsque l'artisan, il est chez toi, il répare ton robinet, bah là, tu discutes avec lui, tu parles de ta journée, tu parles de sa journée. Mais en amont, c'est pas forcément le principal parce que ça peut faire perdre du temps, notamment aussi à l'artisan. Et peut-être aussi que le particulier n'a pas forcément le temps d'appeler l'artisan. À savoir qu'ils peuvent aussi, ils ont l'habitude d'échanger sur WhatsApp. Donc je pense pas qu'on est dans la déshumanisation. Et c'est pour ça que je veux pas que ça ressemble à un Tinder où en fait on soit pas gauche si on n'aime pas l'artisan, on soit pas droite si on l'aime. Je pense que c'est quand même un projet où l'humain est très important. Je vois. Donc, en parlant d'humain, est-ce que les principaux concernés sont d'accord par rapport au projet? Est-ce que tu as parlé avec des artisans? Est-ce que tu as parlé avec des particuliers de la solution que tu es en train d'apporter? Ouais, complètement. Du coup, j'ai parlé avec beaucoup d'artisans. Là, j'ai notamment rendez-vous juste après à la Courneuve avec un plombier. J'ai discuté aussi avec un plombier qui lui se déplace à vélo. Et c'est une solution qui l'intéresse. J'ai parlé avec des groupes plus gros où j'ai compris que chaque fonctionnalité que je souhaite mettre dans une V1, ça répond à un problème qu'il a. Donc le marché a besoin de répondre à ces problèmes. Bookimo va répondre à ces problèmes. Mais c'est pas parce qu'on a vu qu'il y avait 3 problèmes et qu'on va répondre à ces 3 problèmes qu'il faut arrêter de parler à ces gens-là.
C'est-à-dire que le jour où la solution va sortir, bah, en fait, ils ont mon numéro de téléphone, ils vont me dire écoute, Mathis, ça marche pas, nous on le répare, ça sert à rien. S'ils sont beaucoup à me dire ça sert à rien, on l'enlève, on aurait besoin de ça. Ça sera toujours en fait, ça va être construit pour les artisans, mais aussi avec les artisans, et ça c'est très important. Je veux qu'il y ait toujours une discussion entre les artisans du bâtiment et Bookimo pour que la solution soit construite vraiment pour eux et par eux. Quel est sans dévoiler, hein, quel est le modèle économique, quelle est la monétisation? Oui, le modèle économique, il est hyper important parce que c'est quelque chose que j'ai évoqué aussi avec les artisans et ils m'ont dit qu'ils en avaient marre des solutions qui prennent des commissions déjà et des solutions d'apport de leads parce qu'ils nous comparent parfois des apports de leads mais on ne veut pas se placer dès le début comme un apporteur de leads. Je pense à des plateformes que je ne citerai pas mais on va prendre en photo, sa salle de bain et la personne va nous proposer un devis. Et l'artisan, pour avoir notre numéro de téléphone, il va payer 70 euros. En fait, ils vont être 10 artisans à payer 70 euros et à se tirer la bourre pour essayer que le devis va être signé avec eux. Et ça, ils n'en veulent pas. C'est pour ça que Bookimo, ce serait un abonnement mensuel, sans commission. Donc, que la personne ait un client par mois ou 500 clients par mois, le prix serait le même, le prix serait fixe, avec des prix du coup différents quand même si la personne est un indépendant ou si c'est pour une PME. D'accord. Et donc, c'est uniquement votre modèle à vous, c'est uniquement le prix de l'abonnement, et ce n'est pas du tout, dans la transaction, il y a zéro commission pour vous. Non, dans une V1, on ne va pas intervenir dans la transaction, on ne va pas proposer de prépaiement ou quoi que ce soit dans une V1, mais dans une V2 ou V3, pourquoi pas. Notamment, on veut éradiquer, comme j'avais évoqué, les no-shows en envoyant un SMS 24 heures avant. Si les artisans nous disaient que ça ne suffit pas, ben, on pourrait prendre une empreinte bancaire, on pourrait prendre un premier petit prépaiement pour s'assurer que les gens vont bien venir au rendez-vous. Il n'y a que les artisans qui s'abonnent ou il y a aussi les particuliers? Non, c'est vraiment que ce serait que les artisans. Les usagers, si on venait à les faire payer, ils ne viendraient pas sur la plateforme. Donc ce serait vraiment que les artisans. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'il y a un ROI assez immédiat. C'est qu'un artisan, il nous a dit que par nos shows, il perd 150 euros. L'artisan indépendant, la solution, elle coûtera, je sais pas exactement, peut-être une soixantaine d'euros, 70 euros au début. Et en fait, si on lui évite 2 no-shows par mois, il a déjà rentabilisé son abonnement. Donc ça, c'est un ROI immédiat qui est quand même hyper important pour les artisans. Je vois, du coup, avec tout ce qu'on s'est dit, je vous pose la question à vous, monsieur Denis. Qu'en pensez-vous du projet? Est-ce que si vous êtes un investisseur, vous investisserez dans la société de Mathis? C'est toujours pareil, la réussite, elle n'est pas dans l'idée, Ouais. jamais. Elle est dans l'exécution, dans la vitesse d'exécution et dans la puissance de l'exécution. Là, je découvre le projet là. Il faudrait regarder combien de personnes sont en ce moment. Il faut partir du principe si l'idée est bonne, on n'est jamais seul à l'avoir en même temps. Parce que ça veut dire qu'il y a une maturité de telle ou telle partie prenante du projet qui arrive et que la nature ayant horreur du vide, ça se trouve. Et donc, ce qui peut être le déclenchement d'un investissement, c'est pas l'idée, c'est l'équipe qu'il porte et c'est la capacité que l'on présuppose à cette équipe dans les compétences, la confiance, l'engagement, c'est-à-dire la vitesse d'exécution. Qu'est-ce qui fait que au moment où le truc va commencer à sortir, à exister, il n'y a pas de gros acteurs déjà existants qui ont déjà tout le savoir-faire, les serveurs, la technologie, parce que un Uber-like qui a déjà développé son application pour faire du covoiturage ou peu importe, donc qui a déjà des serveurs, qui a déjà des développeurs, on dit ah bah oui tiens c'est une bonne idée, c'est le bon moment, et qui peut dupliquer son application en quelques jours. Et donc c'est ça qu'il faut évaluer, quels sont dans les risques possibles. J'imagine que tu ne le découvres pas quand je le dis, dans les risques possibles, c'est entre autres le risque de duplication, et puis toujours se poser la question de pourquoi ça n'existe pas, déjà en partie répondre. Oui, complètement. Et notamment le fait, est-ce qu'une grosse structure peut faire la même chose? C'est un sujet qu'on connaît. Et en fait, c'est pour ça qu'on se rapproche des grosses structures. On parle avec Point P, on parle avec Saint-Gobain, on parle avec d'autres grosses sociétés
Et en fait, ce qui ressort aussi parfois d'un point de vue général, donc là je ne parle pas des sociétés que j'ai citées, mais c'est que plus la société est grosse, plus les choses prennent de temps, plus c'est compliqué de pivoter, plus ok là on va ajouter une fonctionnalité, en fait on va faire signer ça par le directeur, ah il n'est pas là, en fait, et administrativement parlant c'est très compliqué, alors que moi demain si le plombier à 18h il me dit ça marche pas, à 18h30 c'est corrigé. Et je pense que c'est aussi cette force de rapidité et de pouvoir pivoter rapidement qui fait la force en tout cas d'une jeune société. Enfin, je reviens dessus, hein, la validité d'un projet, c'est sa vitesse d'exécution, c'est la capacité à décider, à faire vite, c'est la cohésion entre tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne commence pas à y avoir très vite des dissensions. Ça peut commencer dès qu'on est trois, hein, ça commence, oui, mais en fait, sur la texte, pas ça, ouais, mais lui, au market, il change d'avis tout le temps. C'est des discussions, personne ne se dispute encore, mais déjà on perd de la vitesse d'exécution. Et donc c'est cet alignement sur un projet commun, cette prise de micro-décision, c'est vraiment quelque chose de très très important. Et puis effectivement, le levier majeur, c'est comment est-ce que je fais, et je te pose la question, comment est-ce que je fais pour que les acteurs, tu vois, il y a un premier truc, comment est-ce que je fais pour que tous les indépendants du bâtiment dont il parle connaissent la solution, l'adoptent, ne lui disent pas ouais mais on est démarché tous les jours pour des conneries, et de l'autre côté, pourquoi est-ce que c'est celle-ci que les particuliers vont adopter, c'est l'hiver, ta chaudière pète, pourquoi est-ce que tu as ce réflexe de dire bah, c'est eux que je vais... Oui, c'est un sujet hyper intéressant. Et en fait, pour se faire connaître, je me suis posé la question, quelle est la journée type d'un artisan du bâtiment? Et il y a quelque chose qui est revenu, c'est qu'il va souvent acheter ses matériaux. Et c'est pour ça notamment qu'on discute avec Point P, c'est qu'en fait, Point P, ils ont 1000 agences en France. Et c'est les premiers vendeurs de matériaux en France. Et ils sont très proches des artisans. Et ils ont l'habitude de faire des partenariats avec des idées innovantes, des sociétés innovantes qui peuvent aller dans le sens, qui peuvent aider leurs artisans. Donc on s'est dit, si demain on venait à discuter avec Point P et qu'on pouvait être distribué chez Point P, ben en fait c'est un go-to-market qui est absolument énorme. On discute également avec la CAPEB qui représente les artisans ou les sociétés d'artisans du bâtiment, on va dire entre 1 et 10 salariés de façon assez petite. Donc voilà, on discute avec ces gens-là pour savoir qu'est-ce qu'eux proposent et ce qu'ils pensent que ça peut faire sens. Et si ça peut faire sens, ben, on voit comment on travaille ensemble. Et le sujet du particulier, comment est-ce qu'il va venir sur la plateforme, c'est une très bonne question. Et c'est pour ça que j'essaie de discuter notamment avec l'UNPI, qui est l'Union nationale des propriétaires immobiliers, pour pourquoi pas, s'ils pensent que ça peut faire sens pour leurs membres, ben, proposer à leurs membres. Et surtout, ce qui revient, c'est qu'il y a un besoin de confiance, notamment du côté des particuliers. Et ce besoin de confiance, il est absolument nécessaire. Et c'est pour ça que les artisans qui seront listés sur Bookimos, ce sera des artisans vérifiés avec une décennale, avec un historique, on regardera leurs avis, on discutera avec eux. C'est pas juste quelqu'un qui clique sur un bouton et son entreprise elle est sur Bookimo. C'est des gens avec qui on a discuté et c'est pour ça qu'on a envie aussi que Bookimo ce soit un petit peu un genre de confiance pour les artisans du bâtiment. Super, avec ton équipe, j'ai l'impression qu'on pourrait affronter la pluie et la tempête. Dis-moi, comment tu fais pour avoir des partenaires de confiance? Parce que c'est un sujet très important dans le monde de l'entrepreneuriat. Par exemple, la première somme qu'une entreprise sera prête à investir dans ta société, est-ce que tu penses qu'il n'y aura pas des discordes ou serez-vous bien soudés? Déjà, l'argent, c'est un sujet qui est important d'évoquer quand on s'associe avec des gens. Il y a un petit peu une checklist de points à vérifier. Par exemple, ok, on s'associe, mais est-ce que ton but, c'est que si demain on nous propose de nous racheter la boîte 10 millions, est-ce que toi tu pars ou est-ce que tu restes? Ça, c'est une question bête, mais hyper importante. Combien de temps par semaine tu es prêt à mettre dans la société? Si tu es prêt à t'y mettre à plein temps, est-ce que ta semaine elle se finit le vendredi? Est-ce qu'elle se finit le samedi? Est-ce qu'elle se finit le dimanche? Tout ça, c'est des questions importantes à poser à ses associés pour être alignés, pour que nos façons de penser elles convergent. Et après, les premiers clients qui vont payer, on les accompagnera le maximum. Donc, c'est possible, c'est même sûr qu'il y aura des bugs, des choses qui fonctionnent mal, des choses qui servent à rien. Et on sera là très rapidement pour
corriger, pour avancer avec eux et pour leur montrer que voilà, vous m'avez dit que ça fonctionnait pas. On est le lendemain à 8h, bah voilà, ça fonctionne. Et c'est comme ça que la confiance elle va s'appliquer au fur et à mesure du temps. Tu as 25 ans, tu disais tout à l'heure. Ouais. Hein. C'est ton premier projet entrepreneurial? Mon premier projet entrepreneurial, on va dire officiel à grande échelle. Ouais, ouais. À quoi ça ressemble la journée de jeune entrepreneur de 25 ans qui est au milieu du pont? Là, c'est des journées très, très, très prenantes, avec très peu de temps pour le personnel. J'essaie de, par exemple, là, depuis cette semaine, je me suis dit, ok, je refais 2 fois du sport par semaine parce que même mentalement, en fait, ça m'aide. Et c'est une journée où je passe mon temps au téléphone, je passe mon temps au rendez-vous. J'ai pas de week-end, il n'y a pas de samedi. Le dimanche après-midi, j'essaie de me prendre 2 heures. Mais c'est le choix que j'ai fait, donc j'assume, je m'en plains absolument pas. Et en fait, c'est ce qui m'excite. Moi, dans, euh, ce qui me faisait peur, c'était un monde du salariat assez classique où j'arrive à 8h, j'ouvre mon ordinateur et je pars à 17h30 sans comprendre ce que le business de la société dans laquelle je travaille, etc. C'est ça qui me faisait peur. Donc voilà, je connais tout le côté complexe de l'entrepreneuriat, la solitude, mais Wow, tu as l'air de croire à 100% à ton projet et ça a l'air de te faire kiffer. J'aimerais savoir à combien de pourcents tu crois en ton projet. Ouais, bah, je suis quelqu'un d'hyper optimiste, je crois à 1 million de % au projet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en décembre, j'ai reçu une offre pour un CDI, une offre de salaire à 6 chiffres annuels que j'ai refusée par une grande fortune française que j'ai refusée parce que en fait, mon but, c'est de lancer ma société, c'est d'être indépendant et c'est de pouvoir aider tous ces artisans qui, au fur et à mesure des interviews, m'ont fait comprendre qu'en fait, ils ont vraiment besoin de cette solution. Donc, je crois à 1 million de % à Bookimo. Super, ce sera tout pour moi. Eh ben, c'est super. Bah, merci Chris, merci Denis. Merci à vous d'être venu dans ma première mission. Merci à vous de m'avoir accueilli. Voilà. Tu Super. redis une fois le nom du projet? Bookimo. Bookimo. Voilà. Bookimo, ça marche. Est-ce que tu peux me faire un dernier débrief de ce que c'est? Bookimo, c'est un Doctolib pour les artisans du bâtiment, que les gens puissent prendre rendez-vous avec eux sur Internet en 2 clics, qu'ils aient plus besoin, les artisans, de décrocher le téléphone. Et le but, c'est aussi de permettre d'éradiquer les no-shows. Ça marche. Merci beaucoup. Merci Merci. Chris, merci Mathis. Merci Denis.